c'était un véritable marché, le marché des montres vintage, et qu'il fallait probablement créer quelque chose pour aider les gens à les acheter, parce que c'est pas simple. Et on a créé des bases de données qui sont aujourd'hui gigantesques, alors en particulier sur la Speedmaster, mais aussi sur d'autres. Tout ça, on a pu aller le vérifier avec eux dans les archives d'Omega. Et il y a des choses qui ne sont pas certifiées parce qu'on n'a pas trouvé l'information dans les archives, à ce moment-là on l'écrit. Si tu te plantais à l'époque sur un cadran qui avait été changé ou autre, tu perdais quelques centaines d'euros au pire. Aujourd'hui, tu peux perdre toute la valeur de ta montre. Mais en revanche, il n'y a pas de magie dans le prix des montres. Et celui qui met 20 000 balles dans une toquante et qui dit mais moi je l'aime et voilà pourquoi je l'ai acheté, ça a 1000 fois plus de valeur que tout le marketing piloté qui devient de plus en plus, malheureusement, je vous le dis, éphémère et superficiel. C'est que c'est deux adjectifs qui sont l'exact opposé de ce qu'est une marque. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Petites Montres entre amis qui s'annonce exceptionnel. J'ai le plaisir d'accueillir Anthony, l'un des auteurs du cultissime livre Moonwatch Only. Il vient nous présenter 4 montres vintage de sa collection personnelle. Vous le savez, je suis un grand fan de Speedmaster et de vintage, mais il m'a caché quelles étaient les montres qu'il venait présenter. On va se régaler, je sens que la température monte. Si t'es chaud, claque tout de suite ton like et abonne-toi à la chaîne pour l'éternité. C'est parti pour un nouvel épisode de Petites Montres Vintage entre amis. Ce programme vous est présenté par Dailicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Anthony. Salut Xavier. Ça va? Très bien. Bienvenue les amis. Et oui, on va se régaler avec toi. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis un grand fan de vintage et là on a, j'ai envie de t'appeler le pape du vintage quand même. N'exagère pas. Il est timide, mais vous allez voir, on va se régaler. Moi j'ai découvert ce que vous faisiez chez Watchfield en achetant le bouquin Moonwatch Only que j'ai utilisé pour choisir la speed que je voulais acheter. Sauf que là, tu viens pas parler, comment dire, de speed ou pas de speed, mais plutôt de tes montres. Et puis tu vas nous raconter ce que tu fais avec Watchfield. Avec grand plaisir. On a 4 montres aujourd'hui, une au poignet, je sais laquelle, sinon les autres dans la pochette, je ne sais pas. Il y a intérêt qu'il y ait une speed quand même, sinon je serais très déçu. Tu vas voir. On va se régaler. Alors, qu'est-ce que tu as au poignet? Écoute, je t'ai amené ma première jolie montre que j'ai achetée il y a très très longtemps. Oui. Qui est une Rolex. Donc ouais. C'est amusant parce qu'effectivement on est connu surtout pour le Moonwatch Only, mais il n'y a pas que Omega. Et la première jolie montre que j'avais voulu m'offrir, c'était cette petite Rolex Précision, qui est petite, c'est un 34 mm, et elle vient... On peut l'essayer? Bien sûr, avec plaisir. Et elle vient du Caire, d'Égypte. Et oui. C'était un copain au début des années 90 qui allait souvent en vacances là-bas et qui m'avait ramené ça. Ouais. Gros poignet, petite montre. Et portée à droite. Toujours porté à droite. Ouais. On est tombé sur un loustic là, toujours à droite. Toujours à droite. Depuis que tu étais tout petit. Toujours. Toujours. Pourquoi? Parce que j'ai toujours vu mon père porter sa montre à droite. Ouais. Parce qu'il a eu un accident et donc il s'était ouvert la main gauche et il ne pouvait pas porter sa montre à gauche. Et donc j'ai toujours par habitude porté ma montre à droite. Ouais. C'est original ça. Mais il y en a plein qui font ça. Il y en a plein. Alors, il y en a quelques-uns sur la chaîne qui sont venus. Ouais. Et toi aussi. Mais là, et on m'a dit que j'avais de la chance parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui se font voler leur montre maintenant dans les voitures. Et quand tu conduis, le fait d'avoir sa montre à droite, c'est mieux. En plus. Ouais, mais sauf si tu as une anglaise et que tu es anglais. Oui, là, il y a un gros problème. Là, c'est compliqué. Mais attention, on va pas dériver parce que tu es fan de bagnole en plus. Ouais, bon, sûr, on va rester sur les montres. Mais ce que j'ai envie de te poser comme question tout de suite, parce que vous le savez, je suis pas un grand fan de Rolex et j'aime vous chauffer, vous les Rolex Boys. Là, on a une 34 Oyster Date qui n'est pas une Datejust et qui est une précision. Et qui a la date et le cyclope. Pourquoi elle s'appelle pas Datejust? Parce qu'elle est plus vieille, elle est plus ancienne. Celle-là, elle est de 1968, ce qui est marrant parce que je l'ai découvert complètement par hasard après, on l'a révisé et c'est mon année de naissance. Ok. Et donc, comme je te disais, elle vient. Au moment où je l'ai achetée, je ne savais pas du tout ce que c'était et je ne savais même pas si elle était vraie. Je me souviens que j'étais allé voir dans une boutique Rolex pour faire vérifier, parce que mon copain me l'avait ramenée. Et donc, tu vois, je ne savais pas du tout. Et c'est une montre, c'est un petit peu l'ancêtre, une référence 66-94. Et c'est sûrement, on pose souvent la question de savoir quelle montre je garderai si je devais en garder qu'une. Et c'est probablement celle que je garderai parce qu'elle a un souvenir, j'ai un rapport affectif très fort avec cette montre-là. Et en plus de ça, je ne l'ai pas souvent. Là, je l'ai reprise.
Et c'est toujours très agréable de l'avoir au poignet. Moi j'aime bien j'ai un gros poignet, tu disais, mais j'aime bien les petites montres. C'est une Rolex, mais elle est très discrète. T'as les anciens bracelets riftés comme ça qui sont très fins, qui sont très très légers. Donc avec en plus de ça, avec des vrais rivets. Et c'est une montre qui est très agréable à porter aujourd'hui. Donc je suis sûr que quand je la remets, en général, je la garde pendant, ce qui est rare pour moi, mais je la garde pendant un mois ou quelque chose comme ça sans l'enlever. Il y a une autre particularité quand même sur cette montre là que je comprends pas. Petit gros poignet à droite, vous le savez pas, mais moi je le sais, il est 11h et là elle est pas à l'heure. Non, T'as une gestion particulière. Tu sais, on a toujours ces petites maladies. On est tombé sur un maniaque, là, je le sens là. J'ai toujours peur d'être en retard et je déteste être en retard. Ouais. Et donc, toutes mes montres avancent toujours de 10 minutes. Et pas que mes montres, dans ma voiture, au bureau, partout. Moi, je vis toujours, je crois vivre 10 minutes en avance, mais comme ça, je suis pas en retard. Bah ça, je peux vous le confirmer. Et ça marche. Parce que d'habitude, j'arrive le premier. Sur place pour l'enregistrement, et là Anthony était là, et là vous le voyez pas derrière, il y a une partie de son équipe. Là on est quasiment au Parc des Princes, ou alors on est où on est à San Siro à Milan. San Siro à Milan. Et oui, t'es venu, le mec il est je suis venu spécialement pour toi. Il est venu d'Italie pour venir sur le canapé. T'as dit un truc très intéressant. Quand tu l'as acheté, tu t'es posé la question si c'était une vraie ou une fausse. Donc tu l'as acheté en quelle année? Je l'ai acheté, je sais plus, ça devait être. Je commençais juste à travailler, ça devait être dans les années, au tout début des années 90, 91, 92. Donc c'est-à-dire 30 ans plus tard, tu es devenu écrivain, c'est pas le terme, mais en tout cas tu publies avec Watchfield des bouquins qui notamment servent à identifier quel type de montre, quelle période, quelle référence exacte. Et somme toute, ça c'est le début de l'identification de qu'est-ce qu'une vraie ou qu'est-ce qu'une fausse. Ou qu'est-ce qu'une saucisse. Absolument. Et tu sais, c'est marrant parce que c'est un bon exemple. Cette montre-là, je te dis, donc elle était achetée en Égypte dans un endroit que moi j'ai jamais vu, mais où il y avait certainement plein de montres comme ça, certainement d'ailleurs des montres beaucoup plus précieuses, des Daytona ou des montres en or ou autres. Et le marché était totalement différent à l'époque. Tu pouvais acheter ça, il n'y avait pas du tout déjà les prix n'étaient pas les mêmes. Écoute, j'ai pas de souvenir du prix où j'avais dû payer ça dans les 2000 francs, donc 300 €, tu te rends compte. Et surtout, il n'y avait pas le risque de se faire avoir, notamment sur des montres vintage, parce que les montres n'étaient pas trafiquées à l'époque. Donc moi, je m'étais posé la question de savoir si c'était une vraie ou une fausse, parce qu'elle arrivait d'un peu loin, mais voilà, c'était la seule question que tu pouvais te poser. Il n'y avait pas tous les soucis, ou en tous les cas, tous les enjeux plutôt qu'on a aujourd'hui. Et le marché a évolué, et puis effectivement, comme tu le disais, c'est pour ça que quelques années après, nous on s'est lancé, et on en parlera sûrement plus en détail, mais dans l'étude d'une montre que j'adore, qui est l'Omega Speedmaster, et on a commencé à se rendre compte que c'était un véritable marché, le marché des montres vintage, et qu'il fallait probablement créer quelque chose pour aider les gens à les acheter, parce que c'est pas simple. L'accès au vintage aujourd'hui est pas simple. Alors vous l'avez compris, donc ça veut dire que Moonwatch Only, c'est le premier bouquin de Watchfield. Oui, alors plus précisément, c'est un bouquin qu'on a écrit avant de créer Watchfield. Ouais. Donc je dis on avec mon ami et co-auteur Grégoire. On l'a écrit, le premier livre a été publié en 2014, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, et on avait mis 3 ans à l'écrire, et on avait mis 3 ans d'écriture, et avant ça, bien sûr, pas mal d'années de recherche. Et donc ça a été finalement le tout début, ça a changé ma vie, pour plein de raisons, et ça a été le début de notre aventure. On a créé cette méthodologie d'analyse, alors qui peut paraître même un petit peu laborieuse, mais on a une formation scientifique tous les deux en fait avec Grégoire, et on a créé des bases de données et qui sont aujourd'hui gigantesques, alors en particulier sur la Speedmaster, mais aussi sur d'autres, et pas forcément d'ailleurs des montres sur lesquelles on a écrit des livres, parce qu'on peut pas écrire que des livres, ça c'est très chronophage, ça prend un temps infini. Ouais. Et donc on passe énormément de temps, et puis aujourd'hui on utilise d'ailleurs des nouveaux outils chez Watchfield pour créer, développer et gérer ces bases de données. Mais voilà, on est parti de là. Donc on a écrit le Moonwatch Only, on en a écrit un second, toujours pour Omega, sur la Flightmaster, qui est une montre de pilote, qui est très intéressante. Et puis on en a écrit pour d'autres marques. On en a écrit à peu près aujourd'hui un par an. Ça, c'est la moyenne. Les derniers, c'est un double, c'est le coffret Daytona. C'est ça, exactement. C'est la première fois d'ailleurs qu'on se lance sur cette marque-là, pour pour deux raisons, on va dire. La première raison, c'est que c'est une marque, et c'est pas tout le monde le sait, c'est extraordinairement spéculatif. Donc, qui dit spéculatif dit des complications. C'est pas toujours simple. C'est des montres qui sont travaillées, on va dire, achetées, vendues, etc. depuis des années. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées sur ces modèles, sur ces Daytona.
Et donc ça rend l'étude particulièrement difficile et parfois aussi particulièrement polémique. On arrive sur des terrains, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc on a beaucoup attendu pour le faire. Et la deuxième raison, c'est qu'à la différence d'Omega, on n'a pas eu accès aux archives de chez Rolex, pas parce qu'ils nous l'ont refusé à nous en particulier, mais parce qu'on sait, c'est une maison qui est très secrète. Donc, vous avez demandé quand même? Ou vous saviez que ça allait être non et donc entre les deux, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on savait que ça allait être non, et puis on a des contacts. Alors ça fait partie aussi de ce qu'on a développé chez Watchfield et de l'avantage qu'on a des contacts un petit peu dans toutes les marques, on connaît vraiment le marché de l'intérieur, donc on n'a pas eu de contact très formel avec eux, mais on sait qu'on n'avait pas, et on s'y attendait pas, c'était pas une mauvaise surprise, c'est comme ça. Alors que chez Omega en revanche, et c'est ce qui a fait en grande partie le succès du Moonwatch Only, c'est que on avait eu la chance de présenter à l'époque, dont je te parle de 2010 ou quelque chose comme ça, notre projet au président d'Omega de l'époque, et qui nous avait écouté très gentiment, et qui nous avait dit, écoutez, vous voulez écrire un livre sur la Speedmaster, pourquoi pas? Moi j'ai la sensation, donc moi président d'Omega, j'ai la sensation qu'on a un peu tout écrit sur la Speedmaster, c'est une montre extraordinairement connue, donc je vois pas trop ce que vous pouvez écrire de nouveau, mais vous avez une approche amusante, et puis vous n'êtes pas du secteur, vous n'avez pas de conflit d'intérêts, vous avez l'air assez rigoureux, donc vous écrivez votre bouquin, bien sûr, on a aucun lien on a eu aucun lien, avec eux, on était complètement indépendants, mais je vous ouvre les archives. Ce contrôle, ils nous ont pas donné les clés. Mais ils nous ont permis, si tu veux, toutes les bases de données dont je te parlais avant, et donc toutes ces informations qu'on avait analysées, qu'on avait cataloguées, qui nous avaient permis de dresser des hypothèses sur des périodes de production, sur les cadrans, etc., etc. Tout ça, on a pu aller le vérifier avec eux dans les archives d'Omega. Et c'est ce qui a fait la force de ce livre-là, parce que je pense que c'est la première fois que quelqu'un le faisait de cette manière-là. Et donc ça veut dire que tout ce qui est écrit dans Moonwatch Only est certifié. Et il y a des choses qui ne sont pas certifiées parce qu'on n'a pas trouvé l'information dans les archives, et à ce moment-là, on l'écrit. Donc, c'est une transparence là, absolue. On écrit dans le sens. On écrit que. Oui, exactement, c'est une observation qui est probablement vraie. Exactement, c'est exactement ça. Alors, les amis, moi j'ai la chance d'en avoir un, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous parce qu'il y a le Moonwatch Only. 3e édition. Alors, 3e édition, parce qu'il y en a 2 avant. Là, vous savez que les chiffres et moi, c'est mon truc. Donc, il y avait le noir, le rouge, c'est ça? Il y avait le noir, le tout premier. Il y a le rouge qui, curieusement, est l'objet d'enchères incroyables sur eBay, je sais pas pourquoi. Il coûte beaucoup plus cher que les autres. C'est le même. Et le gris, qui est le 3e. Et pour tout avouer, il va pas, parce qu'en fait, pourquoi il y a plusieurs éditions? C'est parce que les éditions sont toutes vendues. Et quand on arrive à la fin des ventes, on travaille sur une nouvelle édition qu'on met à jour avec les nouveaux modèles proposés par Omega. On a notre recherche qui est un peu mise à jour aussi, mais aujourd'hui on a à peu près quand même tout trouvé sur la Speed. Et donc ce livre-là sera probablement épuisé à la fin de l'année, et donc la 4e édition sera pour le début de l'année prochaine. Donc là on a une 105-12, me semble-t-il. Probablement, Ah bah oui, ça se voit. Non, mais tu les connais mieux que moi, du coup. Petit bouton exactement, poussoir. exactement. Je tente ma chance. Exactement. Si je passe pour une buse, vous l'avez compris. Alors celui-là est à gagner. Comment faire? Tout simplement, vous avez un lien en description. Vous cliquez dessus, vous remplissez un formulaire, et il y a ce bouquin à gagner qui sera dédicacé par avec grand plaisir. Anthony. Je ne sais pas si Grégory sera dans les parages. Je l'appelle Grégory, mais je ne le connais pas. Vous voyez, mais s'il est dans les parages, peut-être qu'il pourra le faire. En tout cas, celui qui gagnera aura ce bouquin dédicacé, mais il n'y a pas que celui-là. J'espère qu'il y a une Speed là derrière. Il y a aussi les autres bouquins que tu as fait dernièrement. Ça, c'est les 2 derniers volumes. Rolex Cosmographe Daytona, volume 1, volume 2. Volume 1, c'est les mécaniques, absolument, les manuels. C'est à 2 grandes époques, en fin de compte. Donc on voulait, alors ça a été alors c'est long, comme tu peux imaginer, même si aujourd'hui on met plus de 3 ans parce qu'on connaît les process d'édition, mais c'est quand même très très long, et puis on a beaucoup d'autres activités aujourd'hui chez Watchfield, donc on l'a fait en 2 fois. Il y a le premier volume qui est sur toutes les Rolex Daytona de 63 à la création jusqu'à 88, c'est-à-dire toutes les mécaniques, toutes les manuels, et puis les automatiques, effectivement, le 2e modèle. Donc 88 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux derniers modèles qui sont en boutique aujourd'hui. Ce qui est toujours le principe de ces livres-là, c'est-à-dire que... Donc dès que ça passe sur le Zénith et le Primero, où la fréquence est réduite, hop, ça devient le volume 2. C'est ça. Et là, le hasard vous dira lequel vous pouvez gagner ou non, et puis si vous voulez l'un des autres, comment on fait pour acheter un bouquin comme ça? Alors on les trouve en librairie, bien sûr. Sur ton site peut-être? Et on les trouve sur notre site, sur Watchfield, exactement. On a une section dédiée à nos livres, on peut les acheter directement. Et il y a marqué Watchprint dessus.
Watchprint, c'est quoi la différence? Alors, c'est une bonne question. Watchprint, c'est notre éditeur. Et tu sais, quand on a... Donc vous n'êtes pas éditeur? Non, on n'est pas éditeur. Le métier d'éditeur, c'est un métier en soi. Donc en fait, nous, on livre. On est un peu plus qu'auteur, dans le sens que on écrit, on fait toutes nos photos. Ça, c'est un point extraordinairement important. Donc on a aujourd'hui un photographe, d'ailleurs, qui est là depuis le tout premier Moonwatch Only, donc il y a plus de 10 ans, qui à l'époque était photographe indépendant. Aujourd'hui, il travaille pour Watchfeed. Il s'appelle Luca, et c'est probablement un de nos plus gros actifs, assets. C'est la valeur des photos, non seulement pour les livres, mais dans tous les travaux d'analyse et d'expertise qu'on fait, c'est ce qui est le plus important. Donc c'est pour ça qu'il travaille à temps plein avec nous, et puis il fait des photos qui sont extraordinairement détaillées, extraordinairement qualitatives. Mais pour revenir à ce que tu disais sur Watchprint, Watchprint c'est donc l'éditeur. Nous on lui livre le texte, toute la structure, le chapitrage et toute l'organisation du guide et du livre, c'est nous qui le faisons, parce que c'est notre marque de fabrique. Les photos, et en revanche on s'arrête là, c'est-à-dire que l'impression, la fabrication du livre, ça c'est l'éditeur, et la distribution, ça c'est l'éditeur. Voilà. Il faudra que tu nous réexpliques, on va enchaîner sur la deuxième montre, peut-être que ce sera une Speed ou une Daytona, ce sera étonnant que ce ne soit pas celle-là d'ailleurs, mais j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Watchfeed, on peut le percevoir comme ça, comme étant un éditeur. Alors tu viens de nous dire que c'est pas le cas, c'est pas du tout et que vous avez une activité qui est complètement différente, qui a une dimension technologique avec la blockchain, etc. On va en savoir un petit peu plus après la suivante. Alors je prends 30 secondes au milieu de ces vintage de folie. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que Dailyshoes, c'est la première plateforme d'avis clients sur les montres. Plusieurs milliers d'avis venant du monde entier vous attendent pour vous aider à trouver la montre qui vous ressemble. Montre récente ou vintage, marque illustre ou pépite inconnue, Dailyshoes est là pour vous aider à faire le bon choix. Mais ton avis sur ta montre a également de l'importance, alors si tu veux participer, comme l'a fait Anthony avec quelques-unes de ses montres, rendez-vous sur www.dailyshoes.com, le lien est juste là, en description. Alors celle-là, je te laisse la remettre à ton poignet et on va fouiller là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bracelet cuir, ouais. Voilà, je vais pas aller loin, hein. Sans couture, je sais pas. Plate, pas une montre de sport. Patek Philippe Calatrava, manifestement. Ouais. Or blanc. Or blanc. Ouais. Assez récente, eh oui, fond de boîte ouvert, masse oscillante en or. Ouais. Mais ça veut dire que tu fais pas que dans le vintage? Ça veut dire que je fais pas que dans le vintage et pas que dans les montres de sport. Et j'ai voulu, écoute, te présenter et t'amener des montres qui me tiennent à cœur dans ma collection. Et ça, c'est la première Patek que j'ai achetée et qui était un événement pour moi parce que j'aime les montres depuis tout petit, hein. Donc on parlait de celle-là que j'ai achetée dans les années 90, mais depuis toujours j'aime les montres, et puis depuis toujours j'ai rêvé de Patek Philippe. Je me souviens quand j'allais, à l'époque je travaillais dans la finance, dans une banque française, et qu'il y avait une filiale en Suisse, et j'allais toujours au moins une fois par mois en Suisse à Genève, et je passais toujours dans la boutique Patek Philippe, et j'avais l'impression d'aller, c'était la mecque de l'horlogerie pour moi. Et alors j'avais absolument pas les moyens de l'acheter. Dans la banque et en Suisse, ils n'ont pas tous des Patek? Ils ont plein de choses, tu sais, et puis c'était il y a longtemps, et je voyais, je passais devant, tu connais probablement, tu vois, sur l'immense boutique Patek, et c'était vraiment, c'était un moment très très fort, et je te dis, j'avais absolument pas les moyens d'acheter ces montres-là, et donc je rentrais, et je me souviendrai toujours, d'ailleurs, il y avait le responsable de la boutique, ou des ventes de la boutique, qui est un monsieur qui est probablement en la retraite maintenant, et qui avait compris que j'avais pas les moyens d'acheter les montres, mais qu'il avait compris que j'étais passionné, et il me faisait à chaque fois, et j'allais souvent, il me faisait écouter les complications, les répétitions minutes, etc. Et puis alors je sais pas comment lui dire que j'étais pas un client, mais il était passionné comme moi, et c'est comme ça que j'ai adoré cette montre-là. Et cette montre-là, et je l'ai achetée dès que j'ai eu les moyens de le faire. Ce qui était probablement à l'époque une des montres d'entrée de gamme, hein, dans leur catalogue. C'est pas une complication, c'est une Calatrava, mais là aussi, à Paris, je l'ai acheté à la boutique Place Vendôme, et il y avait un garçon qui est très 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 gentil. Quelle année? Du début des années 2000. Ah oui, 2000. Donc à l'époque où tu rentrais, tu l'achetais? À l'époque où exactement. À la belle époque, tu rentrais, et d'ailleurs c'est marrant parce que la deuxième que j'avais achetée, c'était une Nautilus, et c'était vraiment, non, c'est pas tout à fait vrai. J'étais pas rentré, je l'avais pas acheté, j'étais rentré, je l'avais demandé, il l'avait pas, et j'avais reçu une des toutes premières qui avait été livrée à Paris en 2007, je crois.
Et remarquez que ça avait bien changé. Hein, ouais, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Puis surtout, c'est des montres que tu achetais au prix catalogue. Je pense que celle-là, à l'époque, il avait même eu la gentillesse de me faire un petit peu de ristourne. Et puis surtout, là aussi, le garçon qui me l'avait vendu, dont je garde un souvenir, extraordinaire, avait compris que c'était important pour moi. Et il avait organisé toute la vente pour me faire plaisir. Et j'étais probablement le client le plus modeste qu'il avait eu dans la journée, mais sûrement il avait compris que c'était un moment dont je voulais me souvenir. Et je m'en souviens. Et c'est pour ça que je t'ai amené cette montre-là. Avec vous avez vu tous les deux, on n'est pas les perdreaux de l'année. Hein, voilà, donc tu as commencé à acheter des montres il y a pas mal de temps. Comment t'expliques, quelle est ta vision des choses, toi, sur le passage d'un monde il y a 15 ans où tu rentrais chez Patek sans rendez-vous, limite sans sécurité, tu demandais à essayer une montre, tu la payais, tu repartais avec, à un monde de liste d'attente, de peu de transparence, peu d'infos, on n'a pas. Pour pouvoir acheter ça, il faut que vous achetiez ça avant, etc. Comment t'expliques ce changement de paradigme? Oui, c'est un changement complet. Alors d'ailleurs, je suis pas sûr que ça concerne que les montres. C'est peut-être le monde du luxe en général. Hein. C'est un peu la même chose pour plein d'autres objets de luxe ou de soi-disant luxe. Le monde a changé et puis pour revenir aux montres, moi j'ai toujours l'habitude de dire que autant j'adore les montres. Tu l'as compris depuis toujours, et j'adore les montres, je vis dans les montres, on en a fait un métier, c'était pas mon métier au départ, on en a fait un métier. Autant je n'aime pas le marché des montres. Parce que j'aime pas ce que tu décris et qu'on subit, c'est-à-dire que je trouve que c'est totalement ridicule d'entrer dans une boutique aujourd'hui et d'avoir 3 fausses montres dans la vitrine et puis d'avoir l'impression de déranger les gens en leur demandant si on veut, on va citer de marque, mais de toute façon on peut les citer toutes. Oui. Donc je trouve ça totalement ridicule et je pense que ça changera. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, les gens, et on le voit déjà d'ailleurs, regarde l'évolution du marché gris, du marché des montres un peu spéculatives, récentes, qui se revendent avec des premiums absolument ridicules. Et ben ça a perdu 60 ou 70% depuis 18 mois. Donc les gens en ont marre, et ils ont raison. Ça c'est le récent. Ça c'est le récent et le gris sur le vintage. Et sur le vintage, alors c'est pas l'intérêt pour le vintage, c'est pas aussi la réponse à cette spéculation sur le neuf qui fait que c'est indisponible et qu'on va sur plus d'authenticité avec des choses plus anciennes. Probablement, ce que tu dis est vrai. On va vers plus d'authenticité et puis surtout, il y a une différence fondamentale. Il y a 2 différences fondamentales entre le vintage et le récent, le moderne. Le premier, c'est la rareté. Je parlais de la Nautilus, c'est une montre que j'adore. Moi, je te dis, j'ai eu la chance d'en avoir une il y a très très longtemps et que j'ai payé pas trop cher, mais c'est totalement ridicule de dire qu'une Nautilus est une montre rare. C'est pas une montre rare. Donc la payer des centaines de milliers d'euros pour une montre en acier, ça n'a pas d'intérêt. Et encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Et puis la deuxième particularité du vintage, c'est que il faut une expertise pour acheter du vintage. Alors que pour acheter une montre récente, quel que soit son prix, même si elle est très luxueuse, il suffit juste de vérifier que c'est pas une fausse montre. Mais pour vérifier que c'est pas une fausse montre, c'est pas compliqué. Il suffit de vérifier que le vendeur n'est pas un escroc. Mais il n'y a pas d'expertise sur le fait de savoir si la montre est conforme à l'original. Et pour le vintage, c'est ce qui fait la valeur d'une montre. Et c'est ce qui fait aussi la valeur intellectuelle d'une montre. C'est-à-dire qu'il faut le comprendre. Est-ce que justement, cette logique de... pour savoir, il faut comprendre, et pour en fait mettre le bon prix sur quelque chose, il faut connaître. Est-ce que c'est ça qui fait que tu, avec l'équipe, l'équipe elle est cachée là derrière, une partie de l'équipe est cachée derrière la caméra, ce qui vous a fait passer avec Grégoire, j'allais dire Grégory, mais c'était Grégoire, vous avez écrit plus par passion un recueil. Moi, je constate, et je pense que tu le sais, mais j'ai envie de le dire, moi, je suis que vintage. Les vendeurs de vintage, ils ont tous un Moonwatch Only dans leur truc pour savoir ce qu'ils ont à vendre, etc. Ils nous en veulent souvent d'ailleurs pour ça. Ça c'est comme avec la loupe Eagle Eye Watches, c'est-à-dire qu'on regarde, je sais pas si tu as déjà regardé, mais on voit tout. Alors là, comme je disais, c'est un maniaque, donc elle est en très très bon état, et puis elle est quand même assez récente. Quand on regarde sur des vintage, etc., là on voit, c'est étonnant. Pour acheter du vintage, il faut accepter d'acheter quelque chose d'usé. Et j'utilise volontairement le terme usé pour ne pas dire patiné, parce que c'est comme le truc chocolat, tu vois. Le cadran chocolat, personne dit marronasse.
Voilà. Marona, c'est moins vendeur. C'est moins vendeur, mais c'est la même chose. Voilà. Et est-ce que c'est cette évolution de marché qui vous a fait décider de passer à Watchfield, vous pouvez acheter du vintage. Peut-être que je me trompe, mais plutôt haut de gamme, plutôt des produits qui sont pas entre 500 et 1000 balles, sachant qu'il y a plein de vintage fantastiques entre 500 et 1000 balles, et que là, vous y mettez au-delà de la montre, l'expertise du sourcing, l'expertise de l'identification et la partie blockchain, c'est-à-dire sécurité pour l'acheteur. Oui, mais ça, tu as complètement raison. C'est pour ça qu'on a créé Watchfield. En fait, si on repart des livres, on s'est aperçu avec ces livres que, alors des gens qui servent à quelque chose, tu le dis, tout le monde aujourd'hui, ou dans tous les cas, tous les gens qui s'intéressent à ça en ont un, mais on s'est surtout aperçu, on est surtout rentré dans le marché, c'est-à-dire qu'on a pu pénétrer le monde des professionnels, donc de tous les types de vendeurs, et c'est très hétérogène, c'est-à-dire que ça va de la plus grande maison d'enchères connue, etc., jusqu'aux petits vendeurs occasionnels sur eBay, en passant par des gens qui ont des boutiques physiques dans des très belles villes et des très belles boutiques, en passant par... Donc, il y a des plateformes de vente comme Chrono24, où là, il y a des milliers, des centaines de milliers de montres en vente. Donc, il y a tout, et on est rentré là-dedans. Et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui était évident, c'est que tu as, comme je te le disais, une hétérogénéité terrible. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un de qualifier le vendeur. C'est très très compliqué, surtout qu'on parle d'un truc qui est complètement international. Donc tu as des problèmes en plus de distance, de langue, etc. Et la deuxième chose, c'est que un peu volontairement, mais c'est pas un jugement de valeur parce que c'est le marché qui fonctionnait comme ça, tu as une opacité terrible de ce marché-là. C'est-à-dire que soit de bonne foi, soit de mauvaise foi, la personne qui te vend, qui te propose une montre vintage à vendre, en règle générale, ou en tous les cas jusqu'à il y a quelques années, c'était très compliqué. Tu pouvais juste écouter une histoire. Alors si tu étais expert de la montre, tu pouvais juger si l'histoire était vraie ou pas. Mais si tu l'étais pas, et on peut pas tout connaître, et nous-mêmes, il y a plein de monde qu'on connaît pas, et tu es juste obligé d'écouter une histoire qu'on te raconte sans avoir de moyens, d'instruments, de clés de lecture pour savoir si ta montre vaut quelque chose ou pas. Donc plus que jamais, tu confirmes, et ce qui ne suffit pas pour moi, dans le vintage, on commence par acheter le vendeur. Absolument. Mais c'est pas parce que le vendeur a pignon sur rue sur du vintage que le jour où ce vendeur-là, qui est spécialisé détonnard, et tout d'un coup il se met sur les quartiers tanks, en fait, il a pignon sur rue sur sa spécialité, mais en fait sur cette montre-là, il n'est pas forcément spécialiste. Oui, et puis il y a une autre chose qui a changé, c'est que les prix ont changé. Quand le Moonwatch Only est sorti, une Speed vintage des années, sans remonter sur les modèles peut-être les plus rares, mais fin des années 60-70, ça valait peut-être, je sais pas, 1500, 2000 euros. Aujourd'hui, tu ajoutes un zéro. Donc, si tu te plantais à l'époque sur un cadran qui avait été changé ou autre, l'impact, déjà tu revendais ta montre très facilement parce que le marché était très fluide, puis tu perdais quelques centaines d'euros au pire. Aujourd'hui, sur un cadran ou un mouvement, n'en parlons pas, mais sur des éléments très importants d'une montre, tu peux perdre toute la valeur de ta montre. Et la valeur de ta montre, c'est maintenant, sur en tous les cas les montres qu'on traite, c'est effectivement, la plupart du temps, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, tu peux plus fonctionner comme avant. C'est pas possible. Et ça, on s'en est aperçu en écrivant le premier livre, et on s'est aperçu donc de la nécessité et de la demande de la part des acheteurs, quels qu'ils soient. Parce que il y a quelque chose qui est très important souvent, et on nous dit, mais vous travaillez qu'avec des grands collectionneurs. C'est vrai, on essaye, mais pas forcément. Déjà parce que c'est pas forcément, il n'y a pas que les grands collectionneurs qui sont sympathiques, il y a aussi des amateurs. Typiquement, quelqu'un de jeune ou quelqu'un qui a toujours aimé les montres, mais qui a toujours eu peur d'acheter des montres vintage, qui va venir chez nous pour acheter sa première montre vintage. Il en a qu'une. Et on le considère exactement de la même manière que celui qui en a 100. Et il a surtout exactement les mêmes problèmes. Et donc nous, on doit lui apporter exactement la même réponse. Et cette réponse-là, c'est le métier de Watchfield, c'est d'être une sorte de filtre ou de clé de lecture entre, comme je te le disais, les professionnels qui vendent, plus ou moins bien. Il y a des gens qui vendent très très bien, mais d'autres un peu moins. Et celui qui veut acheter sa première ou sa énième montre vintage. Nous, on est au milieu. Et on donne des clés de lecture. Et on dit, voilà, cette montre-là, elle coûte très cher parce que... Ou au contraire, il ne faut pas l'acheter très cher parce qu'elle a, ce qui n'est pas forcément un drame en soi, mais en tous les cas, ça a toujours un impact sur les prix. Elle a un cadran qui est changé, elle a des aiguilles qui ne sont pas bonnes, etc. Ça, c'est, si je puis me permettre, c'est vraiment un truc hyper intéressant. Vous pouvez avoir une super toquante à tout point de vue. Mais il y a un cadran de service, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien. Non. Ça veut juste dire que comme elle a un cadran de service, elle vaut moins et elle doit être moins chère
que celle qui a le cadran d'origine. Et puis après, il y a le cadran d'origine qui a plus ou moins patiné, qui est en plus ou moins bon état. C'est pour ça que le sujet, quand même, c'est quelle est la montre. Donc là, il y a une dimension analytique et scientifique. Je revois la taxonomie de Moonwatch Only avec toutes les références sur les index, les cadrans, le bracelet, les aiguilles, etc., etc. Tout ça codifié. Ce mix de tout ça, à un moment ou à un autre, donne une valeur. Donc c'est pour ça que si vous achetez une vintage, qui a été pas forcément de façon malhonnête et de façon intentionnelle trafiquée, elle n'a pas été trafiquée, c'est juste qu'elle est partie chez Rolex et ils l'ont changé avec un cadran de service parce que c'est leur façon de faire de SAV. C'est pas que c'est une mauvaise montre que vous avez achetée. Par contre, si vous avez acheté le prix qui aurait théoriquement à avoir le cadran d'origine, bah là vous n'avez pas fait une bonne affaire. Et c'est là, en passant par Watchfeed, on est rassuré. Mais ça veut dire que sur Watchfeed, donc il y a des montres à vendre. C'est des montres que vous achetez et que vous vendez. C'est des montres que vous vendez parce que vous les avez expertisées, mais vous ne les avez pas achetées. C'est des montres que vous mettez sur Chrono 24 ou non? Comment ça se passe? On a absolument tous les cas de figure, parce que finalement, donc Watchfeed, si je devais juste la qualifier de façon un peu formelle, c'est une société de conseil. Donc on n'est pas des écrivains. On écrit des livres, mais entre autres, on n'est pas des marchands de montres, on a des montres à vendre, mais entre autres, on n'est pas une société pure tech avec de la blockchain. On est plein de choses, et c'est une société de conseil, comme je te le disais, qui donne toutes les clés de lecture à celui qui veut acheter une montre vintage. Et là-dedans, dans ces conseils à 360 degrés, il y a des gens qui nous disent « mais très bien, donc maintenant je vous connais, j'ai une collection, je vous donne ma collection à gérer ». Ça, c'est une des activités qu'on a. Et donc, on se retrouve à gérer en permanence des collections pour compte de tiers. On a, nous aussi, créé notre propre collection. Donc, on gère aussi notre propre collection. Et ça fait qu'on a en permanence des montres, comme dans n'importe quelle collection, des montres à acheter et des montres à vendre. Je comprends. Et donc, c'est ce qui génère cette vitrine que tu as sans doute vue sur notre site, où il y a effectivement des montres qui sont en vente. Alors déjà, j'en profite pour dire que ce qu'on voit sur notre site, c'est une toute petite partie des montres qui passe par chez nous. Watchfeed.com ou .fr? Watchfeed.com. Parce que tout est en anglais. Parce que tout est en anglais, exactement. Voilà. Et donc, il y a une toute petite partie des montres qu'on traite qui sont sur cette vitrine-là, parce que la majorité des montres qu'on traite passent directement d'un collectionneur à un autre. Donc ça, c'est une autre manière de définir Watchfeed. Watchfeed, c'est aussi un club de collectionneurs. Donc ça veut dire, attends, je voudrais prendre un exemple. Tu as un collectionneur, quel qu'il soit, il a 5, 10, 15, 20, 30 montres. Le gars, il a voulu se spécialiser en partie grâce à toi sur les speeds. Et puis à un moment ou à un autre, il se dit, en fait, celle qui me plaît vraiment, c'est Premoon, c'est la 105-12, peu importe, c'est la, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il va se séparer d'un certain nombre de ces montres. Et là, il va te dire, en fait, je les ai finalement émotionnellement achetées grâce à toi et au bouquin. Voire je les ai achetés via Watchfeed, en fait tu les remets en vente et puis je repars sur autre chose. Exactement. Et là en fait il y a donc ça veut dire que on aime bien d'ailleurs ça. Au-delà de ce qui est visible, en fait il y a un marché interne entre collectionneurs. Exactement. Et nous on est au milieu, cette sorte d'experts sans aucune prétention, mais qui qualifie les montres et qui en estime l'originalité, bien sûr. Alors, je reviendrai après sur... C'est plus que l'originalité, c'est la conformité. Ça, c'est un point qui est très, très important. Et puis, bien sûr, la valeur, parce que tu as dit quelque chose de très, très juste. Il n'y a pas de montre moche ou belle. Bien sûr. Mais en revanche, il n'y a pas de magie dans le prix des montres. C'est-à-dire que, tu l'as très bien expliqué, une montre peut avoir un cadran qui est changé parce que le cadran précédent avait été totalement abîmé. Et c'est un peu comme une voiture de collection. Et puis, tu vas avoir une belle montre au poignet. Tu ne veux pas avoir une montre abîmée. Donc, elle est plus jolie esthétiquement. En revanche, le cadran n'est pas le bon. Donc, ça impacte de X milliers d'euros. D'où le terme conformité. Conformité, oui, parce que, et ça aussi c'est quelque chose qu'on a développé avec nos livres, avec Watchfeed, c'est aussi cette éducation du marché, parce que dire qu'une montre est originale, et c'est le langage courant, si tu vas chez n'importe quel marchand, il te dira la montre est 100% originale, ça ne veut rien dire. 100% d'origine, leur terme. Ou 100% d'origine. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que tu sais à 100% que l'aiguille des secondes de cette montre-là, qui est une montre qui a peut-être, je ne sais pas, 60 ans, n'a jamais été changée dans son histoire. Personne ne peut le dire. Bien sûr. Sauf à dire, voilà, cette Patek, en l'occurrence elle est récente, mais je la garderai toujours et je sais exactement ce que j'ai fait dessus. Elle n'a même pas été révisée, celle-là. Tu vois, jamais depuis que je l'ai achetée, elle marche très bien. Donc celle-là, elle est d'origine. Mais sur une montre ancienne, sur cette Rolex,
Oui, je peux absolument pas dire. Parce elle est conforme à l'origine. Tu es celui qui l'a acheté et tu le sais. Voilà. Le premier qui m'avait dit ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous serez sanctionnés, les amis. La mini-série Watch Out que j'avais fait, où c'était une thématique un peu comme Wheeler Dealer Vintage Mécanique. Vraiment une histoire de montre avec des gens, etc. Une femme cherche une Omega Speedmaster pour ses 50 ans. Eh bien, j'avais fait intervenir un expert qui faisait de l'expertise pour des maisons de vente aux enchères. Et c'est le premier à l'époque qui m'avait dit « Non mais attends, d'origine ça veut rien dire, c'est conforme à l'origine. » Absolument. Voilà. Et c'est vrai que quand on y repense, une montre qui a été fabriquée en 1960, elle est passée X fois, parce qu'à l'époque il fallait que ça marche, donc ça allait plus souvent chez les horlogers de quartier, etc. Et là il y avait plein de pièces qui étaient modifiées, et on est bien loin des règles d'aujourd'hui. Ouais. Et ça aussi c'est vrai, c'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui cette montre a été trafiquée, donc probablement quelqu'un il y a 3 jours a changé un cadran, etc. Mais c'est pas forcément ça. C'est peut-être une montre qui a été modifiée il y a 50 ans. Par l'horloger de l'époque, qui n'avait pas du tout les mêmes raisonnements qu'aujourd'hui, et qui disait, au lieu de passer 10 heures à réparer ce mouvement qui a pris l'eau, j'ai un autre mouvement d'une autre montre qui est là, qui ne me sert à rien, je le remplace. À l'époque, ça posait aucun problème. Aujourd'hui... Non, mais puis en plus, je souris parce que je pense au truc il y a 50 ans. Il y a 50 ans, Philippe Dufour, c'était pas Philippe Dufour d'aujourd'hui. Donc s'il y a quelqu'un sur la planète qui a une montre d'une marque lambda, où l'horloger qui lui a réparé il y a 50 ans et qui l'a modifié, c'est Philippe Dufour. Purée, mais si cette info elle sort, cette montre elle vaut une fortune. Tu vois, c'est intéressant. C'est clair. Mais intellectuellement, c'est intéressant de comprendre ces mécanismes-là parce que malheureusement, et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, c'est simplement un problème d'éducation du marché et de transparence dans les messages. Et tout ce qu'on est en train de se dire, ça paraît d'une simplicité biblique. Une fois que tu l'as dit, ça se comprend très facilement, mais tant que tu l'as pas dit, par contre, les gens ne savent pas, on peut pas le deviner. Et c'est la même chose que sur j'imagine, des meubles anciens, des voitures de collection. Il y a toujours des histoires comme ça. Forcément, je suis aligné avec ça. Souvent, j'en parle sur la chaîne de Medium is the Message, le psychologue ou philosophe canadien. Qu'est-ce qui compte dans un message ? C'est plus souvent le messager que le message lui-même. Donc quand vous avez Anthony qui vous parle d'une speed ou d'une montre où c'est un expert, et peut-être l'expert le plus reconnu sur le sujet, ça a plus de valeur de savoir que c'est toi qui le dis que de ce qui est dit en soi. Et est-ce que ça veut dire que donc tu peux avoir là parmi les auditeurs de cette vidéo, pas que les auditeurs, puisque c'est aussi une vidéo avant toute chose. Tu peux avoir quelqu'un qui vient te voir et qui dit voilà, moi en fait ma collection de montres c'est ça aujourd'hui. En fait je suis un peu arrivé au bout, je voudrais que ça change. Je voudrais changer de paradigme mais j'y arrive plus. Je suis coincé avec Rolex ou je suis coincé avec Audemars Piguet, etc. Là, sur cette partie conseil, qu'est-ce que tu vas faire avec lui ? Tu vas essayer de lui donner des idées, tu vas lui proposer d'autres grilles de lecture. Je vais essayer alors la première chose, je vais essayer de comprendre ce qu'il veut, parce qu'il y a plein de raisons pour vouloir optimiser une collection. Il y a des goûts qui changent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as acheté des montres, elles te plaisent plus, tout bêtement. Ça t'arrive, j'imagine. Moi, ça m'est arrivé aussi. Donc ça, c'est juste les années qui passent et que tu as envie de changer de style. Tu peux avoir des problématiques financières, ou des gens, pas forcément parce que des gens ont besoin d'argent, mais ce qui nous arrive assez souvent, je dois te dire, dans notre bureau à Milan, on a des gens qui viennent, qui sont des gens qui ont toujours aimé les montres, qui ont des collections absolument invraisemblables, parce qu'ils ont eu la chance d'acheter des montres il y a très longtemps, et donc ils ont des patrimoines très importants en montres aujourd'hui, mais ils ont des enfants, ils arrivent à un certain âge, et leurs enfants ne s'intéressent pas aux montres, et ils sont terrorisés parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qui va se passer le jour où il va m'arriver quelque chose ? Mes enfants vont pas être capables de vendre les montres, donc ils préfèrent vendre leur collection avant, pour transmettre de la trésorerie ou des liquidités à leurs enfants. Ça, c'est un autre cas de figure. Et puis tu as des gens qui à un moment donné disent mes montres je les porte pas, donc j'en ai, je sais pas, 50, je vais en garder 6, 7 que je vais porter tous les jours, mais avoir 45 montres à la banque ça me sert à rien, donc j'arrête. Tu as tous les cas de figure. Chaque cas de figure est un cas particulier et c'est notre pain quotidien. Et c'est exactement ce qu'on aime faire parce que plus en plus tu connais le collectionneur et tu connais son histoire et tu sais comment il a construit sa collection. Alors déjà, c'est souvent passionnant à titre personnel. Il y a toujours une histoire humaine derrière et c'est ce qui nous plaît. Et puis, ça te permet d'apprécier encore mieux les montres et puis donc de les transmettre aux prochains collectionneurs de la meilleure des manières. Très spontanément, est-ce que tu as une montre en tête actuellement en vente sur watchfield.com, une dont tu as envie de parler?
Ça c'est une question compliquée parce qu'on en a plein, des jolies montres. Jolies ou pas jolies. Écoute, on a une montre qui est, on a même plusieurs montres mais qui ont toutes la même caractéristique. Ce sont des Speedmaster qui sont très très rares. Parce qu'elles ont des cadrans spéciaux dont on n'a pas forcément, tu vois, ça c'est un exemple de ce dont on parlait au début de nos discussions sur ce qu'on certifie et ce qu'on certifie pas dans le Moonwatch Only. Ça, ce sont certainement des cadrans prototypes ou des essais de cadrans qui ont été faits dans les années 60 et donc les deux montres auxquelles je pense, une a un cadran qu'on appelle un cadran racing, tu sais, qui a une minuterie bicolore orange et rouge, qui a été reproduite après par Omega dans les années 2000, mais ça c'est vraiment les originales des années 60, et il y en a une toute petite production, quelques dizaines de pièces. Et une autre, c'est un cadran, une Speedmaster toujours classique, mais qui a un cadran gris foncé, qui est magnifique quand tu le vois à la lumière du jour. D'origine ou d'origine, qui a tourné? Non, d'origine, qui a été produit comme ça, et tu le reconnais parce qu'en fin de compte, il a un graphisme un petit peu particulier, des index particuliers, donc il n'est pas comme les cadrans normaux. Et donc, ce sont des montres qui sont très 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 rares, qui sont 100 fois plus rares que n'importe quel Rolex Daytona ou autre, mais que les gens connaissent moins bien. Oui. Et c'est des montres extraordinaires à avoir, parce que là, tu es quasiment certain, quand tu achètes une montre comme ça, de jamais la croiser au poignet de quelqu'un d'autre. Eh bien, je te fais la surprise, il n'est pas au courant, mais cette Speedmaster à cadran gris est à gagner. Mais non, elle n'est pas à gagner. Je voulais te le proposer. C'est presque encore plus intéressant. Il y a 3 bouquins de chez Watchfield. Il y a le Rolex Cosmograph Daytona. Je suis désolé, il n'y a pas de coffret à gagner, c'est l'un ou l'autre. Volume 1 sur les détaux à remontage manuel, volume 2 les détaux à remontage automatique, et le Moonwatch Only. Et les gagnants, pour participer, il faut qu'ils cliquent sur le lien qui est en description et ils recevront leur exemplaire par la poste, dédicacé au moins par Anthony, et peut-être on essaiera aussi pareil. On essaiera, mais sinon c'est pas forcément possible. Avant d'enchaîner sur la troisième de tes 4 montres, il y a le 60 secondes chrono. Alors, tu n'es peut-être pas au courant, mais je te bombarde de questions. On est proche du ni oui ni non des jeux de 20 heures. Nous, on connaît, tout le monde ne connaît pas, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le cadran. Ta complication préférée? Le calendrier perpétuel. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients sur les montres? La tienne. Eh oui. Et en plus, parce que je suis pas sûr d'en connaître une autre. Oh, il est bon, hein. Il est bon, oh la vache. La montre préférée de ta collection? La montre préférée de ma collection, c'est une question trop compliquée, ça. T'as pas envie de le dire. Il a pas envie de le dire, celle que tu as au poignet. Ouais, tu vois, c'est probablement la moins chère. Eh ouais, mais c'est intéressant. Expérience boutique ou solution digitale quand tu achètes une montre? Alors c'est une très bonne question aussi, parce que j'ai forcément commencé, à l'époque où j'ai commencé à acheter des montres, c'était que des expériences boutiques, et c'était très appréciable d'ailleurs, parce que c'était des boutiques multimarques, et tu pouvais discuter, essayer plein de montres, etc. Aujourd'hui, comme de toute façon tu ne peux pas les acheter en boutique, ça pose pas de problème de les acheter online. Ta marque préférée? Ma marque préférée, je peux pas ne pas dire Omega, même si j'en aime beaucoup. C'est ton truc, les séries limitées? Non. T'es intéressé par les micro-marques? Oui. Pas toutes, mais... je vais en citer une? Ah oui, une marque que j'adore, et j'adore aussi la personne qui l'a créée, c'est Baltic. Ta première montre, si tu recommençais tout à zéro? Je pense que je rachèterais Alors non, parce que je sais comment les prix ont évolué, donc d'un point de vue financier, peut-être que j'en achèterais d'autres, mais d'un point de vue affectif, je pense que j'achèterais exactement celle que j'ai achetée dans le même ordre. Donc ta Rolex? Ouais. Celle que tu regrettes d'avoir vendue? Il y a plein de Speedmaster très belles et certaines très rares qu'on a revendues. Je fais une petite parenthèse, je peux, même si on est à 180 secondes chrono. Hein. Ouais, donc je la ferai après. Des Speedmaster très rares que j'ai revendus parce que je pensais les trouver et je me rendais pas compte à l'époque où je les ai vendus de leur valeur. Donc tu es un acheteur instinctif ou réfléchi? Ah, totalement instinctif. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Oui, bien sûr. La prochaine, ce serait quoi? La prochaine montre que je devrais acheter, dans l'absolu, sans aucune limite de budget, ce serait un calendrier perpétuel de Patek, mais pas les derniers des années 90-2000, parce que je pense que c'est la dernière période, enfin en tous les cas, c'est personnel, mais c'est la dernière période de Patek que j'aime bien. Les montres aujourd'hui sont beaucoup trop grosses. On n'est plus que jamais aligné avec
tous les deux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Peut-être est-ce que ça a été diffusé avant ou non, je ne sais pas. On a une Gégère Lecoultre, un calendrier perpétuel qui est passé ou qui va passer sur la chaîne. Très belle marque. La complication ultime à titre personnel, l'éternité du temps qui passe. Alors que quand on regarde bon là on est sur une 3 aiguilles date, une 3 aiguilles date ça donne au mieux la bonne heure sur 61 jours. Hein. Ouais. Ça va pas vraiment plus loin. On enchaîne sur la suite. Avec plaisir. Tu m'as mis une speed ou pas là-dedans alors? Parce que là, moi je ne peux plus. Hein. Alors ça c'est une speed, ça va pas du tout ça. Attends, c'est une montre pour femme ça, un tout petit bracelet. Tonneau. Wow. Franck Muller, Casablanca. Ça pourrait. Aïe 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 aïe. Ah purée, là je vais être en difficulté. Là on a une Cartier quoi? Cartier Tonneau? Une Cartier Tonneau. Tank Tonneau? Non, Tonneau et... Alors, tu parles de la Tank, ça aurait pu être une Tank, mais la Tonneau... Alors déjà, il faut savoir que la Tonneau, c'est la première montre bracelet commercialisée par Cartier. Au tout début du siècle dernier, je crois que c'était en 1906, la toute première montre bracelet réalisée par Cartier, mais pas commercialisée, c'était la Santos, pour l'aviateur Santos Dumont, qui était un ami de Louis Cartier, et donc il avait demandé cette montre-là, et donc la Santos, c'est la première montre bracelet, mais elle te va plutôt bien. Hein. Putain, si maintenant les Cartier le vont correctement, j'ai même prévu un bracelet sorti à ton pub, tu vois. Donc, oh là 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 là. Et la première montre bracelet commercialisée, c'est la Tonneau, c'est pas la Tank. La Tank, c'est en 1917, donc c'est 10 ou 12 ans plus tard. Et la Santos, officiellement, il la sort quand? Il la sort après, là, je me souviens plus, je crois que c'est 1907, celle-là 1906, et la Santos commercialisée 1907, l'année d'après, je crois, mais c'est à peu près ça. Et ça, alors c'est une montre qui est très particulière, tu vois, on est dans des styles complètement différents, mais je pense que c'est très représentatif de la marque Cartier, et marque Cartier qui a était jusqu'à il y a peu de temps complètement snobé et qui n'était pas du tout considéré par, on va dire, la majorité des collectionneurs qui disaient mais c'est pas des mouvements, c'est pas des horlogers, c'est pas, oui bien sûr, mais ils ont dessiné les plus belles montres de l'histoire. Là on va s'exciter si on rentre sur c'est pas des mouvements, parce qu'il y a la marque où jusqu'en 2020 c'était pas les leurs, hein. C'était à force d'être le gros client, le client principal, le client exclusif. D'un fabricant de calibre, quitte à le racheter. Hein, je pense à Rolex en disant ça avec les calibres Jean Egler pendant toutes ces années. Bah là, cette époque-là, quand ils ont lancé ça, c'était déjà des calibres. Alors c'était pas Gégère, c'était Gégère, mais sous la forme ils avaient fait une joint venture entre Gégère et Cartier qui s'appelait EWC. Ouais. Mais donc c'était des mouvements qui étaient faits effectivement par Gégère. Et jusqu'aux années 60, tous les mouvements Cartier quasiment, il y a eu d'autres collaborations, mais la majorité des mouvements Cartier, des montres Cartier étaient équipées de mouvements Gégère. Mais à l'époque, permet de rajouter un truc quand même sur la pédagogie. Là, quand on dit Gégère, c'est Gégère. Oui. C'est avant la fusion. Alors c'était Gégère et puis après Gégère Lecoultre. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais c'est important. Gégère est un horloger français. Absolument. Spécialisé dans les craplats, etc. Exactement. Et une anecdote, tu vois, cette tonneau a une boucle déployante et la boucle déployante a été brevetée par Cartier. C'est eux qui ont inventé. Okay. Alors, je vais te le dire mieux. C'est Louis Cartier qui a eu l'idée de créer une boucle déployante et qui l'a dessinée, et c'est justement Gégère qui l'a réalisé et qui a déposé le brevet technique. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire de Cartier. Alors effectivement, au départ, c'était pas des horlogers, ils dessinaient des montres, mais ils ont dessiné les montres parmi les plus belles de l'histoire. Et puis, encore une fois, c'était quelque chose qui était très courant à l'époque, mais jusqu'aux années 80-70. On parlait de la Nautilus tout à l'heure, la première Nautilus, c'était un mouvement Gégère, qui était le même mouvement de la Royal Oak, d'ailleurs. Donc, en fin de compte, tu avais des gens qui étaient spécialisés dans des mouvements extra plats, Gégère, Lecoultre. Tu avais des gens qui étaient spécialisés dans les mouvements de chrono, les Mania ou autres, et etc., etc., etc. Et les marques utilisaient, en fin de compte, le meilleur des mouvements qu'ils trouvaient sur le marché pour leur modèle. Oui. Mais cette idée de manufacture et de mouvement in-house, etc., c'est du pur marketing de l'ère moderne. C'est récent. Absolument. Absolument. Donc c'est pas du tout choquant, le fait d'avoir des montres avec un mouvement d'une autre manufacture, surtout si la manufacture s'appelle Gégère Lecoultre. Oui, puis ce qui est important quand même de rappeler, c'est que ce que tu décris là, c'est que c'était pas mieux ou moins bien, là c'est pas le sujet, c'est juste la culture et l'histoire de l'établissage suisse, avec des gens dont le métier c'est de faire des vis, les autres des platines, puis à un moment ou à un autre, il faut faire marcher tout ça, et c'est là où
le génie horloger de faire réussir à faire fonctionner proprement de façon fiable, avec la bonne fréquence, un mouvement avec des pièces qui viennent de partout, de la montagne, etc., etc. Bah là, il y avait le savoir-faire qu'avait Breguet, qu'avait tout un tas d'autres marques, etc., et que d'autres n'avaient pas, et donc ils achetaient. Voilà. J'ai l'impression que tu as une sacrée affection pour Cartier, là. J'adore Cartier. On parle différemment de... Ouais, mais t'as pas dit Cartier tout à l'heure. J'ai pas dit Cartier, et je t'ai dit Omega, parce que je ne pouvais pas ne pas dire Omega, parce que j'ai un rapport très très particulier avec cette marque-là, Omega, mais je t'ai dit, je sais pas si on l'a entendu, mais je pourrais t'en citer plein d'autres, parce que il y a vraiment toutes les marques qu'on a là, Cartier, Patek, il y en a d'autres, on parle beaucoup de Jaeger, je n'ai pas porté de mon Jaeger aujourd'hui, donc, mais j'en ai aussi. Ah, et, donc la dernière, c'est pas une Jaeger. La dernière? Bah, celle qui est là, cachée. Ah non, c'est pas une Jaeger. Ouais, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a 3 bouquins à gagner, Speed et Detto. Il reste qu'une montre et on n'a toujours pas de Speed et de Detto. Eh ben écoute. C'est en train de chauffer, là, les amis. Là. Les Cartier, elle est en platine. Elle est en platine. La Patek, elle est en or blanc. T'aimes bien les matériaux nobles? Non, regarde, celle-ci est en acier, j'aime bien, et tu me demandais si j'aimais les montres en or jaune, et si je pouvais en avoir eu, j'en ai. Alors c'est bien sûr, elles sont pas toutes faciles à mettre, mais j'aime tous les matériaux. Et puis il y a le platine, il faut savoir que dans l'histoire de Cartier, c'était quand même le premier matériau qui a été travaillé par Cartier. Les toutes premières Cartier, justement, du début du siècle dernier, le savoir-faire de Cartier, c'était de les faire en platine. Donc c'est un petit peu l'ADN de cette marque-là. Donc c'est pas idiot d'avoir une Cartier. T'as vu comme on voit bien le Cartier. J'espère qu'on voit pas les défauts. Elle en a pas beaucoup. On voit le Cartier dans la jambe du 7. Ah bah oui, bien sûr, ça c'est la signature secrète. Oui, la signature secrète. Alors évidemment, maintenant avec les machines et tout ça, ça se fait plus facilement. Mais... Alors tu sais qu'elle est toujours sur le chiffre ici, sur le 5 du 7 pour les montres pour hommes. Et pour les montres pour femmes, la signature secrète, elle est dans la barre du 10. Je vais vérifier ça tout à l'heure sur une autre Cartier. Voilà, quand tu regardes des photos comme ça sur Chrono 24 où tu n'as pas les dimensions, suivant où est la signature secrète, tu vois c'est une montre pour femmes. Pour l'instant, je suis assez surpris. C'est moi ce qui m'intéresse dans toutes ces émissions, c'est la surprise, l'incertitude, l'incohérence, la passion, etc. Moi, je vous ai connu avec la Speed, donc un chrono, une Tool Watch, la montre la plus mythique au sens de ce qu'elle a pu réaliser, puisque les autres, c'est des associations avec des personnes connues, ce qui est quand même très différent. Là, il y a une sélection officielle de la NASA pour un truc où, de toute façon, ils ont une chance sur 4 de tous crever. On va essayer d'éviter le problème, notamment sur la gestion du temps. C'est gentil, on dit une chance sur 4. Ouais, voilà. Mais on a là, plutôt, pour l'instant, au moins 2 dress watch certaines et un petit format, un petit peu dress quand même. Ça veut dire que c'est plus ton style ou t'es tout style, mais tu as choisi de venir avec des dress watch? Non, j'ai choisi de venir avec des montres qui voulaient dire quelque chose, tu vois, qui étaient un peu, et peut-être un petit peu différentes de ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'on nous imagine toujours avec Grégoire, avec forcément une Speedmaster au poignet. Et moi, j'aime toutes les montres. J'aurais pu venir avec plein de montres. Mais celles-là, tu vois, elles ont une histoire particulière. Mais c'est pas une question de style, vraiment. Je peux porter vraiment tout style de montre. Il y a des montres qui me parlent, d'autres qui me parlent pas. Et c'est indépendant totalement de leur prix. De leur tu vois, aujourd'hui malheureusement ça c'est aussi quelque chose qu'on aime moins, c'est que la montre est souvent justement synonyme de statut social, où elle doit être voyante, elle doit être à la mode et autres. Et c'est pas, voilà, moi j'essaie de rester en dehors de tout ça. Il y a des montres qui me parlent et d'autres qui me parlent pas. Je suis très emmerdé avec tout ça là, parce que pour l'instant là, je sais pas ce qui m'arrive, mais celle-là je la trouve bien. C'est une surprise. Bah oui, non, tu ne le sais pas, mais vous le savez les amis, les chiffres romains et moi quand même, c'est quand même pas le truc, mais là, c'est très déformé comme chiffre romain, puisqu'on est presque sur la forme qui irait le mieux au chiffre romain. Alors que bon, une montre rectangulaire en chiffre romain, là j'y arrive pas. Mais je me soigne. Et comment je me soigne? Avec des invités sur le canapé de petite montre entre amis. Finalement, si c'est celle qui va mieux, je vais repartir avec. Ah non, mais bon, pas de problème. On l'a enregistré. Ah oui, on en reparlera. Pas de problème, on en reparlera. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Tu l'as essayé la mienne ou pas? Parce que là, t'as rien dit. Non, mais je la regarde depuis que tu regardes la mienne. Un fan de 33 tours. Et tu sais pourquoi? Parce que cette montre-là, j'ai le... Tu l'as eu? Oui. J'ai même écrit des articles dessus. Avant d'écrire des livres, on écrivait des articles sur des forums. Un problème sur les aiguilles.
Non, j'ai pas vu qu'il y avait un problème sur les aiguilles. Ah oui, les aiguilles, elles sont trop... Oui, elles sont... Mais ces montres-là, ça, c'est une Omega Genève, et puis c'est une ligne qui est arrivée juste après les Omega Dynamiques. Ouais, c'est ça. Et qui a été, je ne sais pas si les gens le savent, mais l'Omega Dynamique, et c'est la même famille, c'était, et encore aujourd'hui, le plus gros succès commercial d'Omega. Ils ont vendu plus d'1 million. C'est absolument colossal. Et c'était la montre, à la fin des années 60, que tout le monde voulait avoir. Beaucoup plus qu'une Rolex, ou beaucoup plus qu'autre chose. Tout le monde voulait avoir ces montres-là. Elle a la logique de la dynamique aussi, de pouvoir changer où tu l'ouvres, etc. Exactement, c'est monobloc. Exact, voilà. tu sors le mouvement par le verre. Ouais. C'est ça. Alors, et c'est des montres qui ont un design absolument incroyable. Alors, je fais un peu d'infidélité quand même au bouquin Moonwatch Only, mais bon, bah, tu le sais, je suis un grand fan d'Omega, et parfois je me dis, wow, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder les montres et tout ça, ouais, faut que j'aille les chercher à la banque. Bon, bref, je sors le bouquin Omega, Voyage dans le temps, le truc de Marco Richon, là. Qui est un personnage extraordinaire. Et là, ce qui est bien avec ce bouquin, c'est que, comme un peu avec les mots, ben, quelle histoire on raconte, allez, tu dis stop, et hop, on tombe sur la Belle et les Bois dormants, voilà. Bah là, on tourne le bouquin Omega, clac, on s'arrête, et quasiment à chaque fois, on tombe sur une montre qu'on ne savait pas qu'Omega avait fait. Voilà. Et la raison pour laquelle je voulais échanger avec toi là-dessus, pour laquelle moi j'aime Omega, évidemment, je suis provocateur en disant ça, mais Omega, ils ont presque fait autant de modèles de montres que tout le reste de l'industrie réunis. Et évidemment, ça a été leur faiblesse, hein, qui a failli les faire crever à un point où Seiko était pas loin de les racheter, puis là les Suisses ont dit non, attendez, c'est pas possible. Merci Swatch. Cette histoire, voilà. Et la Dynamique et la Genève, et ça part dans tous les sens. Ce qui fait qu'il y en a eu tellement, gros succès, qu'aujourd'hui, il y a moyen de se faire plaisir pour pas grand-chose. Ça, je l'ai acheté, je ne sais plus où. J'ai dû l'acheter 300 balles, 400 balles. Peu importe si ça vaut plus cher ou pas aujourd'hui, puisque maintenant, mon fils me l'a taxé. Je lui ai dit, tiens, choisis une montre pour tes 20 ans dans ma collection. Et il a pris celle-là. Mais je lui ai repris derrière. Faut pas déconner non plus, quoi. Hein. D'ailleurs, ça va. Et tu sais, tu as dit deux choses très très vraies. Je pense qu'Omega, et c'est pour ça que j'ai un attachement particulier à cette marque-là, et Dieu sait si j'aime les autres, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre marque qui ait eu une telle créativité et une telle ingéniosité, surtout dans la période d'après-guerre. D'ailleurs, c'est là que toutes les montres un peu sympas, un peu professionnelles ont été inventées. Mais en termes de forme, regarde cette forme-là, en termes de couleur, de cadran, en termes de qualité des mouvements, parce que c'est que des mouvements qui sont absolument extraordinaires. Donc, il n'y a pas d'autre marque qui ait ce patrimoine-là. Et la deuxième chose qui est très vraie, c'est que ça, c'est des montres qui déjà à l'époque étaient proposées à des petits budgets. C'était des montres qui coûtaient, tu l'as dit, quelques centaines de milliers d'euros, non, pas de milliers, mais quelques centaines d'euros, et c'était la même chose à l'époque. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, Omega et les autres marques, tu as cette espèce de course vers le luxe, les montres toujours plus chères. Là, je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais c'est une réflexion intéressante. Pourquoi est-ce que ces marques-là ne font pas des montres d'entrée de gamme pour une clientèle peut-être plus jeune? Et puis, je suis quand même un peu persuadé que tous les gens n'ont pas les moyens de mettre des dizaines de milliers d'euros dans des montres tous les mois, dans le vrai monde. Donc pourquoi elles ne le font pas? Je ne comprends pas, parce que je pense que ce serait des succès absolument incroyables. Alors, ils l'ont un peu fait avec la Moonswatch. Oui. C'est un peu l'esprit. Mais la Moonswatch, c'est pas une Omega non plus. Donc, Soufflet est retombé en 2024, et quand on regarde les chiffres, là où l'entrée de gamme était en difficulté, maintenant c'est l'entrée milieu de gamme. Donc maintenant c'est la course à plus cher, à la 3 aiguilles date à plus de 10 000 balles en acier. Ce qui est encore une fois, hein, c'est très bien, mais c'est pas non plus pour tout le monde. D'où l'intérêt d'ailleurs aussi de micro-marques qui se lancent et qui tapent sur des budgets. Qu'est-ce que tu as mis? Est-ce que c'est une Moonwatch, souvenez-vous, livre à gagner, le lien est en description. Ou alors, est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on a là? Je suis tombé sur une Daytona remontage manuel. On va voir. Je vais essayer de reconnaître si c'est ça. Peut-être c'est pas une Gégère Lecoutre Verso. Ça aurait pu. J'ai hésité, mais non. Non, ça c'est facile, ça. C'est facile, ça. C'est JB Champion ou Forstner, là. Donc ça, c'est une Speed.
Speed, anse droite. C'est une de toutes premières générations, ça. Ah. 29,98. C'est ça? Non, 29,15? Non, 29,98. Les premières 29,98, donc celles qui sont juste après les 29,15. Ah, et oui, et ça on le reconnaît avec les aiguilles alpha. Alors, et non pas les aiguilles droites. Tu reconnais les 29,98 aux aiguilles alpha, et tu reconnais le fait que, je te dis, c'est les premières 29,98 parce que la lunette est graduée, ce qu'on appelle en base 1000. En base 1000, exactement, alors que toutes les lunettes suivantes sont graduées jusqu'à 500. Et donc ça, c'est un modèle qui date de 1960, donc ce sont parmi les toutes premières Speedmaster. Je vais repartir. Et c'est mon modèle préféré parce que... Si j'arrive à la mettre, je vais repartir avec. Alors c'est le problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est un truc à la con encore ça. Bah, je vais repartir avec la Cartier quoi. Tu remarques, tu peux essayer de mettre le bracelet à la Cartier sur celle-là. Bon, mais j'y arrive pas, c'est pas grave. Ça, c'était des bracelets qui avaient été choisis par la NASA. C'était des bracelets qui coûtaient rien, qui coûtaient quelques dollars, qu'on trouvait dans les bureaux de tabac aux États-Unis. Ouais. Et qui avaient été choisis par la NASA, qui en avait acheté des cartons parce qu'ils se cassaient très facilement. Et donc, comme les montres étaient mises par-dessus les combinaisons des astronautes, oui, il y a des photos de ça. Si un bracelet comme celui-là, un bracelet plus solide se cassait, ça pouvait endommager la combinaison. Alors que là, en fin de compte, le bracelet tombait, s'arrachait et ça risquait pas d'endommager la combinaison. C'est pour ça que toutes les photos que tu vois des astronautes, elles sont officiellement équipées de ces bracelets-là. Et ça, d'ailleurs, c'est même le bracelet est d'époque, parce qu'ils l'ont reproduit il n'y a pas longtemps. Je vérifie le nombre de dents qu'il y a sur la couronne pour être bien sûr que ça correspond à ce que tu as mis dans le truc. Je m'en souviens pas. Il y a ça aussi. Il y a tout. Il y a la longueur des aiguilles, celle-là, elle est amusante parce qu'elle a une aiguille, tu vois l'aiguille du chrono central, c'est ce qu'on appelle une aiguille lollipop, avec ce disque. Qui était quelque chose qui avait été inventé pour améliorer la lisibilité du chrono. Les petites aiguilles aussi sont différentes. Elle a toutes les caractéristiques. C'est vraiment la première des Speedmaster telles qu'on les voit encore aujourd'hui, puisque la 2915 avait une lunette en acier qui a été vite abandonnée parce qu'elle était illisible, la lunette en acier. Et donc ça, c'est la première Speedmaster qui a été équipée avec une lunette noire et qui n'a plus jamais changé depuis. Tu peux toujours trouver la même Speed en boutique aujourd'hui. Il y a sur cette lunette déjà à l'époque le 7 sans sérif, le... là tu peux t'en donner à cœur joie, tu peux t'en donner... C'est la fête du truc. Vous voyez, en fait, je fais exprès de parler de tout ça parce que ça, c'est un modèle que je connais moins bien que la mienne, mais en fait, qu'est-ce qui fait que je connais? Parce que je me suis fait chier à apprendre. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que vous croyez, oui, mais lui, il connaît. D'abord, il y a toujours quelqu'un qui connaît plus que vous. Et moi, j'apprends à chaque fois avec tous les invités, etc. La deuxième règle, c'est qu'on ne peut pas tout connaître. Philosophie de vie, comment on regarde une montre, etc. Et en fait, ce que j'ai appris, et je voulais te remercier, pas pour tirer les pompes, mais vraiment, c'est-à-dire ce que j'ai appris sur la Speed, c'est bien le bouquin. Et il faut que je le remercie aussi, Olivier, qui était venu sur la chaîne, avec qui j'avais fait un épisode sur plusieurs Speed, gros collectionneur de Speed, et c'est à lui que je lui ai racheté la mienne. Pour une raison simple, c'est que j'en voulais une de mon année de naissance. Alors il y a les vendeurs de vintage qui sont convaincus que c'est la plus grosse connerie d'acheter une montre de son année de naissance. On ne sait jamais vraiment si elle est de l'année de naissance, elle peut avoir été fabriquée avant l'année de naissance, mais les paplards ils disent l'année de naissance. Mais je vous emmerde les mecs, j'achète une montre de mon année de naissance parce que c'est un message qui me parle à moi. Oui, bien sûr. J'ai le droit ou pas? Bien sûr, bien sûr. À chaque montre, chaque achat, c'est un truc qui doit te parler à toi, personnel, donc il n'y a pas de règle. Et voilà, donc moi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Pourquoi t'en as pas pris une de 69 ?» Mais parce que je suis né en 70. C'est pas compliqué ça. Voilà, c'est tout. C'est vrai? C'est complètement ça. Ouais. Donc si on veut une Speed, en fait, si on veut ceinture et bretelle avec une Speed, il faut aller chez toi. Écoute, c'est gentil de le dire comme ça. En tous les cas, si tu viens... Ou une Detto. Exactement, ou d'autres. Alors, mais pas toutes les autres, parce qu'on a une approche très très pure chez Wattfizz, c'est-à-dire qu'on a entre guillemets la prétention d'en savoir un peu plus que les autres sur certains modèles, d'où nos bouquins, d'où nos bases de données, d'où nos expertises. En revanche, il y a plein de montres qu'on ne connaît pas, et sur ces montres-là, on ne les traite pas. Donc, ça veut dire qu'on a une gamme de modèles qui est parfaitement délimitée et sur lequel on estime avoir une valeur ajoutée. Et si on estime en toute honnêteté intellectuelle ne pas avoir cette valeur ajoutée, on le dit, parce qu'on ne peut pas tout savoir.
Alors le but du jeu étant bien sûr d'élargir la gamme de modèles qu'on connaît. Il est à gagner le petit bouquin rouge là ou pas? Ah bah écoute, il est à gagner si tu achètes la montre qui va avec. Ah, là c'est pas cadeau ça. Parce si, que... c'est la fameuse, bouge pas. Ça c'est ce qui vient avec la Speed cadran gris. Ah non, c'est les bouquins qui sont à gagner. Pardon, alors c'est quoi ça? Ça c'est ce qui vient avec n'importe quelle montre qui passe entre nos mains. Donc c'est un petit livre d'expertise qui fait une trentaine de pages, qui est réalisé exactement de la même manière que les gros livres. Donc en fait c'est un moonwatch only miniature dédié à ta montre. Donc toi tu viens avec ta montre, on fait intervenir Luca, qui est notre photographe dont on a parlé, qui fait exactement le même pack photo que celui qui fait pour nos livres. Et nous, pour chaque élément, il y a une dizaine d'éléments, le cadran, le calibre, la lunette, on en a parlé, les aiguilles, etc. Pour chaque élément, on pose déjà, au-delà de la photo, une question, c'est est-ce qu'elle est conforme à l'origine ou pas? Est-ce que cet élément est conforme à l'origine ou pas? Et ensuite, on note cet élément-là sur 10 en fonction de son état, de ses conditions. Mars 1970. Celle-là, ouais, ça c'est une superbe Speedmaster de 70, un modèle 69 produit en 70. Elle est pas mal. Le boîtier est moins bien que la mienne, mais le cadran est mieux et la lunette aussi. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et les aiguilles aussi. Avec ça, avec ce livre-là... 8,7, bien. Voilà, tu as un algorithme après qui calcule le note de la montre, mais avec ce livre-là, et c'est totalement indiscutable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... alors ça peut être positif ou négatif, mais il n'y a pas de discussion sur le fait que l'élément n'a pas été analysé, bah, tu as une clé de lecture totale sur la montre que tu achètes. Mais ça, par exemple, donc, tu as les clés de lecture, mais pas simplement de lecture, mais de calcul du prix de ta montre. Ça, quelqu'un peut vous le commander, petit 1, ou c'est quand quelqu'un veut vendre une montre dans la logique et votre modèle économique, il y a le fait que vous produisez ça de façon à ce que l'acheteur le reçoive. Ouais. C'est quoi c'est dans quel sens ça marche? Comme je te le disais, toutes les montres qui passent chez nous, donc on les achète, on les revend, on les a en dépôt-vente, elles sont dans notre collection, dans la collection d'un tiers. Chaque montre qui passe chez nous officiellement ressort avec ça. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour acheter une montre, une Speed ou autre. On leur confie ça avec leur montre, et puis bah, on est un petit peu tous des gamins, ils disent mais vous ne pouvez pas nous faire la même chose sur mes montres que j'ai déjà dans ma collection, donc ils ne viennent pas de chez vous, et bien sûr qu'on le fait, à la condition, encore une fois, qu'on connaisse la montre. C'est-à-dire que si, je pourrais t'en citer plein, je sais pas, s'il y a des gens qui viennent pour, il y a des marques qu'on ne connaît pas, Heuer ou autres, où on les connaît parce qu'on aime bien les montres, mais on n'a pas cette valeur ajoutée-là de ces livres-là, ben à ce moment-là, on ne fait pas le petit bouquin. Mais si c'est des montres qu'on connaît, et si c'est des montres qu'on traite, il n'y a absolument aucun problème si tu veux faire un livre comme ça pour une montre de ta collection, même si elle ne sort pas de chez nous. On applique exactement le même processus. Est-ce que ça veut dire que votre domaine d'expertise, c'est la Daytona remontage manuel, donc le bouquin est à gagner, souvenez-vous, avec le lien, les détos qui commencent avec le El Primero rebadgé Rolex et la Moonwatch, il y a la Flightmaster, il y a une Vulcain... Nivada, des montres très marrantes, Nivada Grenchen, qu'on avait fait, qui est d'ailleurs le livre, le Chronomaster Only a servi de base à Guillaume, que tu connais peut-être, pour Guillaume Lédé, pour relancer la marque Nivada. Donc il est parti de notre livre, il a relancé avec brio ces modèles-là qui sont super marrants. Donc effectivement, nous on n'a pas les modèles mais on a les modèles vintage, des années, fin des années 50, début des années 60. Et puis, bah, tu vois, on a Cartier, c'est une marque qu'on étudie un petit peu en sous-marin parce qu'on n'a pas fait le livre. Il va enfin réussir à nous lâcher sur quoi il bosse. Ah bah sur plein de choses. Le problème, c'est de cerner le périmètre, mais il y a plein de marques ou de modèles pour lesquels on n'écrit pas de livres, mais pour lesquels on a des bases de données et on est capable donc de faire ces petits bouquins d'expertise. Ah, donc ça veut dire que la partie data, elle se voit dans les bouquins. Ouais. Mais elle existe quand bien même il n'y a pas de bouquin. Absolument, parce que c'est trop chronophage et ça prend trop de temps de faire un livre. Et tu as des marques qui viennent te voir pour dire « Waouh, votre truc sur la Speed et tout ça, c'est top. Nous, on aimerait bien faire un truc sur la Reverso, la Navitimer. » qui sont des montres iconiques, mythiques, chacun met ses mots, mais quand même qui ont marqué l'histoire. Oui, c'est le cas de la Navitimer, sans trahir de secret. On connaissait très très bien des gens de chez Breitling, et
Et puis à un moment donné, on a discuté ensemble, et il connaissait très bien notre livre sur la Moonwatch, et puis l'idée est émergée d'un petit peu tous les deux, en disant mais pourquoi effectivement, parce que c'est évident que pour une marque, c'est un formidable vecteur de communication d'avoir un livre qui donne un coup de projecteur comme ça. Et paradoxalement, les gens ne l'imaginent pas, mais les marques n'ont pas forcément, même quasiment jamais, les moyens de le faire en interne, parce qu'elles n'ont pas les ressources. Ils vendent des montres, ils ne vendent pas des livres. Donc la problématique, c'est de savoir combien de boutiques ils vont ouvrir en Chine ou fermer. Ça c'est dans le pipe, Breitling, Navitimer? Breitling, on l'a fait. Ah, pardon. Breitling, on l'a fait. Pourquoi on ne s'est pas gagné alors? Parce qu'on a trop. C'est trop lourd. Il est trop lourd. Il est beaucoup plus gros. Mais non, il est un peu plus petit d'ailleurs, mais c'est juste sur la Navitimer. Et donc ça, on l'a fait. Et c'est une montre qui est très très sympa. Et puis on en a d'autres dans le pipe. Donc je peux pas forcément parler, mais il y a d'autres. Le but du jeu, c'est d'élargir le nombre de modèles et le nombre de marques sur lesquelles on peut avoir des bases de données ou des livres. Donc on travaille en permanence sur ça. Toujours avec la même philosophie, c'est-à-dire vous marque, oui, on peut faire un truc, machin, vous nous filez l'accès à vos datas, vos archives, etc., mais vous ne venez pas nous tenir le stylo. Non, et c'est d'ailleurs dans l'intérêt des deux. Bien sûr. Je pense que c'est intéressant pour la marque aussi d'avoir des auteurs indépendants. Parce qu'indépendant, ça veut dire pas de conflit d'intérêt. Et d'ailleurs, tu le vois dans nos livres, il y a des gens, on ne parle pas de prix, jamais. C'est pas le but de ces livres-là. Et puis, on dit jamais qu'une montre est plus belle qu'une autre. On dit simplement, voilà, si vous voulez savoir comment elle était à l'origine, il faut regarder ça. C'est juste ça. Ça, vous le voyez, c'est comme ça en fait qu'on s'est entendu quand on s'est rencontrés pour la première fois avec toi, puis avec toute ton équipe que je salue à l'occasion. C'est la même logique en fait. C'est d'où vient l'information. Toute information est bonne à prendre, mais ce qui compte quand même, c'est quel est le média et quel est le médium, quelle est la personne qui vous le communique. Daily Shoes, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est tes montres. Ok, on a parlé un peu de ton business et de ce que tu fais, etc. Mais l'invité sur le canapé, il a acheté une montre, 500 balles, 5000 balles, 50 000 balles. Il l'aime avec ses mots. Moi, il y a des marques qui me disent ouais, ton truc c'est sympa, mais il faut orienter le discours. Non. Celui qui met 20 000 balles dans une toquante et qui dit mais moi je l'aime, et voilà pourquoi je l'ai acheté, ça a 1000 fois plus de valeur que tout le marketing piloté qui devient de plus en plus, malheureusement, je vous le dis, éphémère et superficiel. Et le problème de éphémère et superficiel, c'est que c'est deux adjectifs qui sont l'exact opposé de ce qu'est une marque. Une marque, c'est de la profondeur, c'est de l'éternité, c'est des actifs c'est pas juste un morceau de l'INPI ou du WIPO, comme quoi on est propriétaire de quelque chose, c'est telle marque, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que ça signifie. Si une marque, depuis 10 ans, elle dit série limitée, en partenariat avec d'autres marques qui fait que, en fait, c'est pas le produit qu'on achète, mais c'est une série limitée éphémère propulsée par la notoriété d'une autre marque, 10 ans après, plus les augmentations de prix, en fait, il faut pas s'étonner que, en fait, le produit, c'est un truc éphémère et superficiel. Le propre d'une marque de luxe qui sort des sneakers en plastique fabriqués par des esclaves, ça n'a pas de valeur et ça détruit la marque. Là, on en est au challenge. Qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on met 10 000 balles ou 20 000 balles dans une toquante, ou alors on achète une chinoiserie honteusement copiée, mais où certains leur ont appris à les fabriquer à 500 balles. Et ça, c'est destructeur de valeur pour tout le monde, pour les marques, pour le staff, pour les distributeurs, pour les commerçants, pour l'acheteur. Et puis là, c'est la fin de la passion. Vive le vintage. Vive le vintage, ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas acheter de neuf, mais effectivement, surtout vive l'authenticité et puis la passion de ces objets-là, et toujours la volonté enfin c'est très personnel, mais de comprendre ce que tu achètes. Et je pense que c'est la démarche que tu as trouvée. Et oui, et pour comprendre, il faut s'impliquer. Voilà, la passion, c'est une affaire d'énergie. Si vous en mettez beaucoup, vous allez apprendre plein de choses. Si vous en mettez peu, vous aurez une passion différente des autres. Mais ça, c'est pas grave. Si vous voulez participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut au moins écrire un bouquin sur une montre et que ça tienne la route. Au moins 600 pages. Au moins 600 pages. Donc on a vu, c'est quand même sacrément épais, ça pèse lourd. N'oubliez pas, il y a les 3 bouquins à gagner. Pour participer, vous envoyez d'abord, vous créez un compte sur la plateforme www.dallyshoes.com, partagez un avis sur au moins l'une de vos montres, et puis vous écrivez un email sur guest@dallyshoes.com, vous expliquez de quoi vous voulez parler, puis on trouve un moyen
d'échanger comme ça sur un canapé entre amis, de passion, de déraison, d'incertitude, mais qu'est-ce qu'on passe un bon moment. Merci à toi. Merci beaucoup Xavier. Merci les amis, à bientôt, ciao ciao. À bientôt. Ce programme vous est présenté par Dailicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre.